Maurice, l'économie la plus compétitive d'Afrique selon le Forum économique mondial, le 5e pays du continent en termes de revenus par tête d'habitant. Pourtant, un prix Nobel de l'économie avait prophétisé l'effondrement. L'apocalypse de James Meade n'a jamais eu lieu. Les crises, nous les avons toutes surmontées. Pourquoi? Comment? Maurice raconté par ses acteurs. Ces dessins racontent la genèse de ce qui sera pendant longtemps le moteur de notre économie, la canne à sucre. En 1810, quand les Anglais prennent possession de l'Île-de-France, ils la transforment en une colonie sucrière. Le sucre va façonner le pays pendant des siècles, il va le dessiner, influer sur la géographie et la démographie. Les combats sociopolitiques en naîtront. Jean-Noël Imbert est un de ces hommes façonnés et fascinés par le sucre. C'est avant tout une activité économique, on l'oublie souvent parce que c'est un secteur qui est généralement chargé d'émotions. Et c'est une émotion qui s'explique, qui vient de son histoire, une longue histoire de 4 siècles. Mais c'est avant tout une activité économique. On peut voir 2 périodes, l'une beaucoup plus ancienne qui date de la colonisation, de l'époque coloniale, avec un axe, je dirais, sociopolitique très fort. Et puis plus récemment, depuis l'indépendance du pays, un axe socio-économique. Ce sont les années de la monoculture, les belles années du sucre. 1963 allait même être celle du boom. 686 000 tonnes de sucre vont s'exporter, une production triplée en 3 ans. À l'époque, c'est un record. Et en 1974, les revenus du sucre dépassent pour la première fois le milliard de roupies. L'industrie représente alors plus d'un quart de la richesse du pays. Mais le textile est déjà là, les données vont changer. Floréal Knitwear fut la première usine textile du pays. Des débuts que nous raconte Harold Maire, le CEO de Ciel Textile. En fait, le textile s'est lancé grâce à les Hongkongais. En fait, Floréal Knitwear, les premiers propriétaires étaient des Hongkongais, comme toutes les premières entreprises de textile à l'île Maurice. C'est seulement après 5 ans d'opération que le groupe Ciel, à travers son chairman de l'époque, Pierre Dallet, ont investi dans Floréal Knitwear. On repris l'entreprise des Hongkongais. Le textile a été lancé par les Hongkongais pour des raisons de quotas. C'est-à-dire que le monde du textile mondial était régi par des quotas, qui voulait dire que la plupart des pays producteurs asiatiques, tels la Chine, l'Inde, etc., n'avaient pas le droit d'exporter plus qu'un certain nombre de produits. Donc, aussitôt, au fur et à mesure que le textile s'est délocalisé de l'Europe, et vu qu'il y avait des quotas, ils étaient toujours à la recherche de pays qui étaient quota-free à l'époque, encore plus que duty-free. Et Maurice, avec la convention de Lomé, était à la fois quota-free et duty-free. Donc, c'était des grosses entreprises hongkongaises qui avaient saturé leur quota en Chine, en Inde et dans divers pays, qui ont investi à Maurice pour pouvoir accroître leur production de textile. Et ça a marché? Alors ça a démarré, je crois que ça a été ça le début de la zone franche. Et pour moi, quelques années après, les Mauriciens, les entrepreneurs mauriciens ont eux aussi commencé à investir dans le textile. Donc c'était le cas du groupe Ciel, qui a investi chez Floréal Knitwear à l'époque. Et à partir de là, à partir des années 80-85, c'était des belles années où vraiment il y a eu une révolution dans le textile, la révolution industrielle à l'île Maurice, où en l'espace de 5 à 10 ans, le plein emploi a été atteint grâce au secteur textile. Le plein emploi, le tourisme y contribue aussi. L'industrie touristique se développe, crée des emplois directs et indirects. En 1987, Maurice accueille pour la première fois plus de 200 000 touristes. Le sucre est définitivement relégué. C'est le développement logique d'une économie et heureusement que ça s'est passé ainsi. Donc nous savions qu'il y avait de grands changements qui venaient. Bien sûr, l'anglais a un mot qu'on aime bien employer, posturing. Nous avions une posture défensive parce qu'on avait des accords politiques très forts, notamment le fameux protocole sucre qui s'est terminé en 2009.
et qui nous accordait des garanties assez solides. Et c'est grâce à ces garanties du protocole SUP que nous avons pu engranger des revenus qui ont permis d'assurer la profitabilité du secteur, mais aussi au développement socio-économique du pays. Donc, je pense que oui, nous savions que les changements s'annonçaient, et c'est dans ce contexte-là précisément que le secteur sucrier a été en réforme permanente. Il ne faut pas oublier que de tous les secteurs de l'économie, c'est sans doute le secteur qui s'est réformé le plus souvent. Le journaliste Lindsay Rivière a été un témoin privilégié de ces années 80 à deux visages. Au début des années 80, c'est-à-dire vers la fin du régime de Sékou Senghor Angoulême, l'économie mauricienne va très très mal. Le taux de chômage avant les élections de 1982 se situe à 15-16%, ce qui est énorme, avec 68 000 chômeurs à l'époque, c'est-à-dire bien davantage qu'aujourd'hui, alors que notre population a augmenté considérablement. Le produit national brut, le PNB de l'île Maurice, n'est que de 10 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du chiffre d'affaires de certaines compagnies aujourd'hui qui sont dans les top 100 companies. Le budget national n'est que de 3 milliards. Mais surviennent alors les élections générales, l'arrivée au pouvoir de Sir Anirudh Jagannath et du MMM, suivi en 1983 de la crise que nous savons et le redémarrage de l'économie qui va suivre. Vous épousez ce terme, vous, Miracle? Oui, je crois qu'à partir de 1983 se situe une transformation assez spectaculaire de l'économie mauricienne. Je crois que cette phase 83-90 va véritablement booster l'économie mauricienne de manière considérable et nous allons assister à un plus grand libéralisme économique, à une plus grande ouverture de l'île Maurice vers le monde extérieur, avec beaucoup d'idées nouvelles, avec beaucoup d'investissements nouveaux, puisque l'investissement va croître considérablement et la confiance va surtout repartir. La confiance repartant, les résultats s'améliorent. Il faut rappeler qu'à l'époque, ce n'est pas seulement Sir Anirudh qui est au pouvoir, mais c'est aussi Vishnu Lakshminarayalu qui sent bien l'humeur du pays, qui change complètement les grandes orientations économiques pour une fiscalité plus légère, pour des encouragements à l'investissement. Il y a Gaëtan Duval, à partir de 1983, qui va rechercher l'investissement étranger en Asie et ailleurs. Il y a une bonne équipe ministérielle qui travaille bien ensemble. Et il y a surtout la volonté de redonner confiance aux investisseurs, autant locaux qu'étrangers, et de faire repartir la confiance également chez le peuple, ce qui va entraîner un regain de consommation qui va impacter aussi sur le rythme de croissance. Donc quand vous mettez tout cela ensemble, il y a vraiment un coup de fouet à l'économie considérable qui va être reflété d'ailleurs dans les statistiques de l'époque et où on engrange des résultats nettement supérieurs à ceux qu'on a connus avant. Dans toutes les familles, il y avait plus d'une personne dans la maison qui travaillait et ça a amélioré considérablement le niveau de vie. Mais je crois en particulier pour la femme mauricienne qui, à travers le textile, s'est beaucoup épanouie, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'emplois pour les femmes. Et donc, je crois que toute la société a fait un bond en avant, en sachant que le textile est aussi un métier qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, beaucoup de hard work. Et je crois qu'il y a une culture du travail qui s'est développée aussi à travers le textile. Nous reprenons confiance en nous-mêmes. Le marché domestique s'améliore. L'intelligence de Lakshminarayalu à l'époque, c'est d'engager aussi toute la nation. Il y a un feel-good factor, puisque c'est l'époque où on détaxe beaucoup, où la consommation repart, où chacun peut se payer un niveau de confort personnel plus important. Et comment justement cela se concrétise pour le citoyen lambda? D'abord par la détaxe qu'engage Lakshminarayalu et qui met beaucoup de choses à la portée du peuple, par le crédit, par l'encouragement, par le crédit zéro dépôt, où chacun a accès à un niveau matériel beaucoup plus important,
où on détaxe les loisirs, la vidéo, et tant de choses qui font que le peuple sent que, pour la première fois peut-être, il accède à un niveau de confort pratiquement du monde développé. Un peuple qui a grandement contribué à l'économie, insiste cet homme, Ashok Soubron. Il est une figure de proue du syndicalisme. Qui finit la peau de ban travailleurs dans la construction de cette économie? Gigantesque, gigantesque. Parce que l'économie mauricienne est une ville ce qui était, avec la force du travail des êtres humains. Je rappelle que nous pays un premier système production économique, c'était l'esclavage. C'était une contribution gigantesque. Deuxième période de l'histoire, c'est la période de l'engagement. C'est-à-dire que la force du travail il contribue énormément dans un système que nous appelons semi-esclavagiste, système engagé. Et pour lui, pas question de parler de miracle économique. Mais à partir des années 83-84, nous retrouvons un moment important quand l'économie mauricienne peut construire lui-même la force du travail commencé, c'est-à-dire zone France, l'industrie touristique. Oh, beaucoup d'observateurs économiques, beaucoup de bandes entreprises, bandes sociologues même, je disais que le niveau de vie du Mauricien finit considérablement augmenter, améliorer durant cette période. Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ça statement-là? Il y a une manière de les choses qui n'est pas exacte. Okay? Ce qui est arrivé en fait pendant cette période-là, et ce qui est exact qui est arrivé, c'est qu'il y a plus de monde qui travaille, donc avec peut-être beaucoup de revenus qui rendent dans une seule famille. Ça c'est vrai. Et pas assez bien expliqué, ça dit que les causes miracle, sans en fait vraiment analyser ce qui est arrivé. Donc on nous besoin un petit peu, comment dire, faire la part des choses. Ou fautement récuse le terme miracle économique des années 80? Non, mais pour dire qu'il finit une expansion économique, il est là. Ça c'est undeniable. Mais nous besoin connaître qui est un facteur. Disons, pour dire que sa expansion économique là, il a lieu malgré le FMI, le mesure de FMI de la Banque mondiale. Il a lieu la cause justement de résister à cette mesure là. Quand même, là tu me l'as dit, à ce crédit, je dis résister, ok? Et fin et sa expansion économique par une chose conjoncturelle, c'est-à-dire la venue d'une capitale hongkongais et l'Asie dans sa période-là. Fin insidieux ta venue? Oui, mais je tiens à la frayer la rétrocession Hong Kong dans la Chine à l'époque, ce problème-là, à l'époque. Et il n'y a pas une question qui me nie cette expansion, c'est un fait qu'il y ait une expansion économique, mais la raison qui peut donner pour cette expansion économique-là, ce n'est pas exact. Et si nous pas analysons sur cette bonne raison, nous pouvons mettre même erreur. Le secteur sucrier, selon les travailleurs, a produit beaucoup de richesses qui s'est concentrée dans la main des patrons, selon les travailleurs. Ils estiment que ce secteur aurait vraiment pu être un moteur de démocratisation. Aujourd'hui, vous qui êtes à la retraite de l'industrie sucrière, quel regard jetez-vous après toutes ces péripéties entre les patrons de l'industrie sucrière et les syndicats des travailleurs, avec le syndicat du sucre qui connaît les difficultés économiques? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les syndicalistes, souvent très virulents face aux patrons de l'industrie sucrière, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont été justes dans leur critique et dans leur approche? Avec du recul, je dirais que c'est un constat très injuste de leur part parce que de tous les secteurs de l'économie, le secteur sucrier est celui qui offre le plus d'avantages aux employés que tout autre secteur. Et je peux vous assurer qu'il existe peu de secteurs autres hors sucre qui offrent tous ces avantages. Donc non, le secteur a assuré son développement et je dis beaucoup plus peut-être au cours des dernières années avec des mesures qui ont été quand même très démocratiques. Par exemple, l'offre de participation au equity des compagnies sucrières, la possibilité pour les employés de participer au capital, les heures supplémentaires qui sont payées à des taux bien supérieurs à d'autres secteurs.
Je crois qu'il y a beaucoup qui se fait dans le secteur en plus. Il y a des avantages sociaux qui sont offerts aux employés que souvent on ne peut pas trouver ailleurs. Donc non, les chiffres sont là et je pense que d'ailleurs les employeurs ont eu l'occasion de communiquer ces chiffres à travers les cas qu'ils ont soumis. Et il est clair à mon avis que on ne peut pas aujourd'hui mettre le secteur mouvement des accusés sur ce plan-là en particulier. Hein. Miracle ou pas, partage ou pas, l'économie mauricienne poursuit sa transformation. En 1992, Maurice s'ouvre au monde avec la première législation sur l'offshore. Kuldeep Basantalala sent le filon. Il fonde une des premières compagnies du global business. Son entreprise est à Eben, qui il y a 15 ans n'était qu'un immense champ de canne. Aujourd'hui, Eben est méconnaissable. C'est à ce là où vous avez un bilan. La banque, c'est le côté offshore qui est beaucoup plus rentable et qui agrandit le chiffre d'affaires de la banque. Même la taxe, le corporate tax qui est MRA gagné à partir des global business, avec les management companies et ça, c'est presque 25% de la totalité des corporation tax qui est MRA ramassée. Un revers du développement des services financiers, du moins selon par exemple un député européen, Eva Joly, qui constamment dit que Maurice c'est un paradis fiscal. Est-ce que malgré le fait qu'en Europe, certains Français, certains Européens, certains Britanniques peuvent dire que Maurice est un paradis fiscal, est-ce que vous qualifiez de cette déclaration de crise à laquelle vous survivez? On ne peut pas penser qu'il y a une crise. C'est peut-être que servi le mot paradis fiscal pour ses propres besoins. Il satisfait les autres pour la galerie pour dire qu'il y a un paradis fiscal, mais en technique, dans le point technique, Maurice n'est pas un paradis fiscal. Maurice est une économie, ce qu'on appelle une substantive économie. Ça, deuxième paradis fiscal, je dois dire, parce qu'il y a zéro taxe. Mais Maurice paie dans zéro taxe. La taxe, c'est la 15%, c'est standard. Il y a le tax jurisdiction. L'offshore contribue aujourd'hui à 10% du PIB. Avec le tourisme, la restauration et les BPO, le secteur tertiaire emploie 65% de la main-d'œuvre, contre 7% à l'agro-industrie. En 50 ans, Maurice a été le témoin d'une véritable transformation économique. Aujourd'hui, d'autres défis se dressent devant nous.